Bonjour à tous, je vous propose de partager avec moi l'aventure exceptionnelle de 4 scientifiques spécialistes de la faune marine embarqués à bord de l'Alice, le navire de l'Institut de recherche pour le développement, autrement dit l'IRD. Ils sont partis une vingtaine de jours tout autour de la Nouvelle-Calédonie, avec pour objectif de recenser les espèces du lagon. Nous les avons suivis pendant quelques jours. Entre terre et mer et la mission Pristine, c'est tout de suite sur NCTV. On aura plusieurs manips, on aura des matériels de plongée, on aura la diversité des grands prédateurs qui vivent sur le récif avec des caméras qu'on pose donc sur le récif et un appât pour mesurer ces grands prédateurs, leur abondance, leur taille. Et on aura aussi une manip sur la biodiversité des grands prédateurs pélagiques, donc en pleine eau dans l'océan. Et donc là on aura aussi des caméras stéréo qu'on suspendra à un bout, à une corde, à une bouée en pleine eau et avec un petit appât de sardines qui va attirer ces prédateurs qui vont tourner autour et donc ils seront filmés avec 2 caméras. Ça veut dire qu'on pourra ensuite les mesurer parce qu'on a une triangularisation qui permet en filmant le même animal de droite et de gauche et avec un système qui est bien calibré de mesurer au millimètre près un animal. Ça, c'est les caméras Bintic en stéréo, donc 2 caméras, et on va les poser sur le fond pour voir les grands prédateurs du récif. Donc on finit de charger le matériel et on va charger ça sur la lisse et embarquer. On a 300 kg de sardines qu'on va charger. Les sardines utilisées normalement par les pêcheurs et nous on les utilise pour attirer les gros prédateurs marins près de nos caméras pour mesurer leur abondance et leur taille. Voilà. Et là on met tout ça au congèle. Faut bien. 300 kg de sardines. On a presque tout chargé. Voilà, et après on va faire le point avec le commandant pour régler l'organisation de la journée et puis l'heure de départ du navire. Messieurs. Ah bah tiens Loïc, ça tombe bien, moi je vais voir, je descends le... On vous laisse alors. C'est pour faire un petit point pour que je dise à mes gars à quelle heure on... Moi j'avais dit vers 8h pour... Vers 8h. Ouais. D'accord. Après c'est vrai que comme il y avait 4h30, comme j'avais vu qu'il y avait les opérations, je pensais pas qu'il y avait une journée complète. Ouais. Si, écoute, c'est pas grave, on va gérer. Après, au retour, je vois qu'il y a la journée 17, il y a une journée de libre, donc au pire, ce qu'on peut faire, c'est que la nuit on fait le transit et puis on refinit là. Pour finir. On fait le matin et puis si vraiment on voulait absolument faire... on verra si on fait ça ou si on refera. Comme c'est pas très loin de Nouméa, on pourra toujours gérer. On verra, on ajustera. Et comme là, s'il y a un peu de vent demain, on sera peut-être mieux commencer tranquille pour la première journée. Ouais, on va se mettre tranquillement dans le bain. Ok, on va faire ça. C'est bon, on a les autorisations des provinces. On aura une coutume à faire pour finaliser tout ça à Bélep. Il n'y a plus qu'à espérer que la météo soit avec nous pour ces prochains jours. Et puis si elle n'est pas avec nous, on fera avec elle. Voilà, tout à fait. Voilà, c'est bon, nous on va y aller. En tant que capitaine, je suis là pour le bon déroulement de la campagne. Le lien entre l'équipage et les membres scientifiques, c'est d'abord d'avoir une bonne cohésion. En général, ça se passe toujours bien, une bonne cohésion pour que les travaux se déroulent au mieux tout au long de la journée et puis que la campagne qui a été préparée en amont depuis plus d'1 an se déroule le mieux possible et avoir les meilleurs résultats escomptés. Alors là, on est en train de monter ce qu'on appelle les rigs, ce sont les barres en métal qui portent les caméras. On est en train de les monter pour qu'elles soient prêtes pour l'ensemble de la mission en fait. Bon, elles sont calibrées pour faire des mesures en 3 dimensions. Pendant que l'équipage s'affaire à faire tourner le navire, je vous propose d'en savoir un peu plus sur cette mission Pristine, avec le chef de cette opération, Laurent Vigliola. On regarde tout ça ?
Le projet Pristine consiste à aller regarder la biodiversité dans les récifs coralliens qui sont tellement isolés, tellement loin de toute habitation qu'on pense qu'ils pourraient receler une diversité extraordinaire. Et ils pourraient servir de référence pour comparer avec les récifs coralliens qui ont été impactés par l'homme. On sait bien que pristine, c'est-à-dire vierge en anglais, on sait bien que ça n'existe plus. L'homme a impacté partout. Mais on se dit, c'est l'hypothèse qu'on pose, peut-être qu'en allant très loin, on va trouver ces endroits qui sont préservés de manière extraordinaire. Ce projet est régional, il a lieu en Nouvelle-Calédonie, mais il a aussi lieu à Tonga et en Polynésie française. La raison à ça, c'est qu'on sait que plus il y a d'espèces, plus la biodiversité est importante, plus il y aura de biomasse, c'est-à-dire de quantité de poissons au fond de l'eau. Et donc pour avoir comme ça un état de référence, il faut aller dans des zones où il y a beaucoup d'espèces, comme la Nouvelle-Calédonie, car c'est un pays qui est proche du triangle de corail, où on a le maximum d'espèces dans les récifs coralliens. Il faut aller aussi dans un endroit où on a beaucoup moins d'espèces, par exemple la Polynésie française, qui parce qu'elle se trouve au centre du Pacifique a moins d'espèces. Donc il fallait aussi une référence dans un niveau faible de biodiversité. Et entre les deux, on est allé à Tonga. Et dans ces trois pays, il existe des endroits très très reculés qu'on a explorés. Et à chaque fois, on mesure la biodiversité des poissons, on mesure la qualité de l'habitat, la diversité des coraux, des invertébrés. Et à chaque fois, on se demande, est-ce que l'endroit qu'on visite est différent, très différent de ce qu'on observe ailleurs, là où il y a l'homme, mais également là où l'homme protège, dans les aires marines protégées. Car une des hypothèses qu'on teste dans ce projet, c'est est-ce que la référence des zones isolées et éloignées, est-ce qu'elle est à un niveau qui est supérieur que dans les zones même protégées par l'homme, où il y a quand même des hommes qui habitent. Donc là, sur cette mission, on va faire le tour de la Calédonie. On va s'arrêter à plusieurs endroits autour de la Grande Terre, côte ouest ainsi que côte est. Mais l'objectif principal, c'est les récifs d'Entrecasteaux. On va y passer 6 jours. Pourquoi? Parce que c'est à 40 heures de navigation de Nouméa. 600 km. C'est un endroit que, pour l'atteindre, il faut vraiment avoir un gros bateau. Il n'y a pas d'habitants. Et en plus de ça, depuis maintenant 1 an, c'est un parc naturel, donc c'est aussi protégé. Donc l'isolement plus la protection égale, on pense, un endroit extraordinaire. Donc un des sites pristines de notre étude. Techniquement, pour mesurer la biodiversité des poissons et de l'habitat, on a des plongeurs avec du papier sous-marin et des crayons papier. Donc on peut écrire sur du papier sous l'eau. Et à chaque fois qu'un plongeur voit un poisson, il va identifier l'espèce, il va estimer sa taille, etc. Alors un transect, c'est un plongeur avec un pentamètre. On achète ça dans n'importe quel magasin de bricolage. Ça fait 50 mètres de long. C'est un ruban avec les mètres. Et on va le dérouler au fur et à mesure. On va plonger le long de ce transect matérialisé par ce pentamètre, par ce ruban. Et on va compter les poissons, estimer leur taille. On va regarder aussi l'habitat le long de ce transect. Donc, tous les mètres, par exemple, le long du transect, on va dire si c'est du corail vivant, du sable, et si c'est du corail, quelle espèce de corail, par exemple. On a une autre partie, puisqu'on a vu très rapidement qu'on avait un problème sur les prédateurs, comme les requins, mais aussi les carangues et d'autres prédateurs. On utilise un nouvel outil en Calédonie, qui est la stéréocaméra appâtée. Ça consiste à mettre au fond deux caméras avec un appât, un sac de sardines, qui va attirer les grands prédateurs. Et comme ça, on pourra les compter, mesurer leur taille. Et ce qu'on essaye en particulier sur cette
campagne actuelle, aujourd'hui, puisque c'est la 7e, on fait une nouvelle technique qui consiste à mesurer l'état physiologique des coraux sous l'eau. Et là, on a une nouvelle appareil électronique de cette taille qui, sous l'eau, permet avec une sonde de mesurer en quelque sorte la respiration des algues qui sont en symbiose avec le corail. Ça va nous dire si le corail est physiologiquement plutôt en bonne santé ou plutôt sous un état de stress. Et donc on va comparer ça avec ce qu'on mesure par ailleurs, la diversité des poissons, la qualité de l'habitat. On amarre la brique à la lisse et tu les traques doucement, tu les remorques, tu les amènes sur zone. Comme ça, on économise l'essence sur le trajet et avec ça, on optimise. D'accord, pas de problème. Le travail d'un scientifique, ça se fait en équipe. Donc on a une équipe technique, donc tout l'équipage, qui va aussi bien travailler en étroite collaboration avec nous, avec le commandant, pour savoir où on va, est-ce que les conditions météo le permettent. Tout l'aspect logistique d'un bateau, parce que c'est une vraie vie à bord. Par exemple, il faut que l'eau soit calme pour que le cuisinier puisse faire à manger pour tout le monde, donc il faut gérer tout ça. Il y a les matelots qui nous aident à déployer tout notre équipement, qui nous pilotent sur nos embarcations quand on va sur le récif, donc beaucoup d'expertise de navigation. Très important que les scientifiques soient rassurés sur un bateau pour qu'ils puissent penser à la science et non pas à est-ce qu'on va aller sur le récif. Donc là, il faut vraiment une forte compétence. Et après, il y a tous les scientifiques qui constituent avec des chercheurs, mais il y a aussi des étudiants qui sont là pour travailler à 100% de leur temps que sur un seul sujet. C'est très important, c'est eux qui font progresser la science. Donc ici, on a 2 chercheurs sur ce bateau, Ricardo et moi. Donc l'un travaille sur les coraux et l'autre sur les poissons. Et on a 2 étudiants. L'un fait une thèse sur les grands prédateurs, les requins avec les caméras appâtées. L'autre est en master. C'est le diplôme qui précède la thèse. Donc il aide Jean-Baptiste sur les requins en ce moment. Et si tout va bien, l'année prochaine, il fera une thèse. Cette fois-ci, on mettra des tags satellites sur les requins. C'est la suite du projet Pristine. Allons voir la feuille de route de Jean-Baptiste et Germain. Vous allez voir que pour nous comme pour vous, c'est du jamais vu. Je fais actuellement ma thèse sur les grands prédateurs des eaux de Nouvelle-Calédonie. Il y a plusieurs grands volets dans ma thèse. La première, c'est de voir la répartition des grands prédateurs dans les eaux de Nouvelle-Calédonie, savoir qu'est-ce qu'on a, quelles sont les espèces présentes, quelle abondance, et qu'est-ce qui va expliquer cette distribution. Ça, c'est le premier volet, savoir qu'est-ce qu'on a, où et pourquoi. Ensuite, le deuxième volet, ça va être quel est l'impact que l'homme va avoir sur ces populations. Et enfin, le dernier volet, ça va être est-ce que les mesures de protection mises en place actuellement sont efficaces ou non. La méthode que j'utilise pour répondre à mes questions de recherche, c'est la technique de la stéréocaméra appâtée, BENTIC. Alors stéréo parce qu'on utilise 2 caméras orientées avec un angle qui vont filmer l'appât et on va pouvoir faire des mesures en 3 dimensions. C'est le même principe que la 3D au cinéma. Après, il suffit d'utiliser un logiciel adéquat et on peut calculer la taille des poissons filmés grâce à de la triangulation en 3 dimensions. Je déploie ces caméras, j'utilise un appât au bout et pour fournir un stimulus alimentaire et concentrer les poissons dans la zone, mais ça fait plus que le stimulus alimentaire. C'est-à-dire que l'activité que cet appât va générer va attirer d'autres poissons. Donc ça fait effet boule de neige. Et en fait, ça va concentrer les poissons dans le champ visuel de la caméra et on va pouvoir les compter, les mesurer, etc. Et je vais déployer ces caméras sur le récif
le matin sur la pente externe, là où les conditions sont les meilleures avant que le vent se lève, et dans les récifs barrières internes et intermédiaires. En fait, j'essaie de varier le plus grand nombre d'habitats pour voir si la variabilité des espèces est en corrélation avec la variabilité de l'habitat. Ces caméras ont été développées en Australie par une équipe on est partenaire d'ailleurs. Nous travaillons en partenariat avec l'University of Western Australia à Perth, sur la côte ouest. Et ces caméras ont été développées là-bas. Initialement, c'était des caméras simples, et puis après nous sommes passés au montage en stéréo, donc 2 caméras, pour permettre des mesures en 3 dimensions. Une fois qu'on a déployé nos caméras, on les prend et on va afficher l'image de gauche et l'image de droite. On va les synchroniser. Et ensuite, c'est simple, il suffit de faire la mesure de taille sur la première et la mesure de taille sur la seconde, et le logiciel nous sort le calcul en 3 dimensions. Alors, évidemment, il faut être très critique sur les mesures. C'est un logiciel, on ne peut pas forcément se fier tout le temps à la technologie, il faut avoir un regard critique, et c'est là où notre expérience de plongeur et de scientifique va entrer en jeu. On a eu un très gros déclin des prédateurs apicaux, dont les requins, à l'échelle globale depuis 50-100 dernières années. Mon étude, à moi, se situe en Nouvelle-Calédonie et j'ai été étonné de voir la chute brutale des abondances de requins dès qu'on commence à avoir des lieux habités. Ce qui est fou, c'est que, historiquement, la Nouvelle-Calédonie n'a pas de pêche aux requins, n'a pas de pêche industrielle de requins. Donc la grande question qui se pose à l'heure actuelle, en voyant mes résultats de travail, c'est de dire mais qu'est-ce qui explique ce déclin? Parce qu'on en compte beaucoup moins. On passe de 10, 15 requins sur une vidéo, quand on va sur des récifs isolés et très préservés, à 0, 1 requin par vidéo quand on tombe sur des sites habités. Et on sait qu'il n'y a pas eu de pêche de requins. Grande question. Donc j'ai encore 1 an et demi pour essayer de trouver la réponse. Nous sommes en train de déployer des caméras pélagiques et c'est une première en Nouvelle-Calédonie. C'est la première fois que des chercheurs déploient ce type de caméra. C'est une technique qui a été développée il y a 2 ans par nos collaborateurs australiens, qui a été déployée à Shark Bay en Australie, aux îles Chagos. Et aujourd'hui, c'est la première fois en Nouvelle-Calédonie que nous sommes en train de voir ce genre d'études. Les caméras que nous utilisons sont constituées de plusieurs parties. 2 caméras sont fixées sur une plateforme avec un angle légèrement incliné vers le sujet, ce qui permet par des mesures de triangulation d'avoir les tailles réelles des poissons. Il y a une différence entre la méthode de Jean-Baptiste des caméras appâtées qui sont benthiques et les miennes qui sont pélagiques. Cette différence porte sur le fait que ce sont des caméras qui sont placées très au large. Les caméras benthiques seront posées sur le fond et filmeront le récif, alors que les caméras pélagiques seront en suspension dans l'eau, en pleine eau, et filmeront l'ensemble du champ de vision qui sera bleu. En fait, l'objectif de la mission Pristine, de mon point de vue des caméras pélagiques,
ça va être d'essayer de recenser la population de poissons pélagiques et de grands prédateurs tout autour de la Nouvelle-Calédonie jusqu'à des zones non habitées. C'est-à-dire qu'on va essayer de créer un gradient anthropique qui nous permettra, par des méthodes statistiques, après traitement des vidéos, d'évaluer les différents impacts de l'homme sur le grand large et les poissons pélagiques. Alors notre méthode de caméra pélagique appâtée aura une utilité notamment dans l'étude des aires marines protégées, pour la mise en place de mesures de gestion de la biodiversité et des stocks halieutiques. Il est important d'étudier l'efficacité des aires marines protégées et donc c'est une méthode qui n'aura pas de prélèvement de ressources et donc aucun impact sur l'écosystème. C'est là que ça entre en jeu et que c'est intéressant. Dans ces aires marines protégées, la seule méthode non invasive d'étude des fonds pélagiques sera la caméra, la vidéo. En récif, c'est possible de plonger, de faire des comptages de poissons en plongée et ou des caméras benthiques comme le fait Jean-Baptiste. Mais pour l'habitat pélagique, nous sommes obligés d'utiliser cette technique et c'est la seule aujourd'hui possible sans passer par un prélèvement de la ressource. En fait, les caméras pélagiques vont rester à peu près 2 heures dans l'eau. Une fois que passé ce délai, nous allons les récupérer, les sortir. Et à partir de là, je vais prendre les caméras pour récupérer les vidéos sur l'ordinateur. C'est à partir de là que tout le travail de traitement des vidéos va commencer. C'est un des plus gros travaux et ça va nous permettre de faire des études non seulement de présence, absence de poissons pélagiques et de requins, mais aussi de biologie du comportement. C'est-à-dire que nous allons observer différents comportements. Certaines espèces vont réagir différemment par rapport aux appâts et par rapport aux poissons autour qui seront présents. Et via la destruction de l'habitat, la surpêche et la pollution industrielle, c'est certain que l'état apical de l'écosystème, les prédateurs apicaux vont être fortement endommagés par tous ces impacts. Et la situation est assez inquiétante aujourd'hui, même si dans certains endroits, comme en Nouvelle-Calédonie, certains récifs isolés, comme les récifs d'Entrecasteaux où nous allons aller au cours de cette mission, à part ces endroits-là, de nombreux endroits dans le monde sont très fortement impactés et nous n'observons aucun requin au cours de plongée ou de déploiement de caméras. Une raréfaction des espèces de prédateurs apicaux induirait un déséquilibre de l'écosystème, ce qui provoquerait des baisses de productivité très fortes dans l'écosystème et donc pour les habitants notamment, pour la pêche, des baisses de rendement et des biomasses beaucoup moins importantes. Nous pouvons mesurer cet impact de perte des prédateurs apicaux. C'est justement ce que nous allons essayer de faire dans cette étude, ce qui est très intéressant. Alors nous pouvons mesurer ces conséquences de raréfaction de prédateurs apicaux en plaçant différents points de mesure dans des zones très proches des villes ou très éloignées et en ayant surtout un suivi temporel qui nous permettrait de regarder l'évolution du milieu pélagique, notamment ça nous permet notamment d'étudier les aires marines protégées et leur efficacité au cours du temps. Et j'ai quelques espoirs dans l'homme et dans la politique générale qui font qu'on va faire quelque chose avant que ces écosystèmes soient détruits. Même si les récifs coralliens sont en très mauvaise santé, il n'est pas encore trop tard pour faire quelque chose et même l'espace pélagique pourra être préservé s'il y a une bonne gestion des stocks halieutiques et de la pêche, notamment via la création d'aires marines protégées avec des zones interdites à la pêche qui permettront de faire une zone de ressources importante avec migration entre ces zones qui permettra de restaurer l'ensemble de l'écosystème. Mais il y a encore beaucoup de chemin à faire. Après la mission, on travaille aussi en collaboration, bien évidemment, déjà avec les partenaires locaux. Par exemple, Jean-Baptiste, son directeur de thèse, c'est Laurent Ventier à l'Université de la Nouvelle-Calédonie avec moi-même. On a également un collègue de l'Université de Montpellier qui est un théoricien, donc on a des gens qui travaillent sur le terrain
Et on a des gens qui travaillent dans les laboratoires, qui font de la théorie. C'est très important de lier tout ça. On travaille à l'échelon national, évidemment avec la France, mais on travaille beaucoup à l'échelon international. On a des collègues avec les stéréocaméras en Australie, et on a des collègues à Hawaï, on a des collègues au Brésil, avec qui on va comparer tous ces résultats au niveau de la planète. Donc la science, ça part d'un équipage avec des scientifiques sur le terrain, et ça finit à l'échelon global, avec plein de scientifiques qui se réunissent dans des congrès et qui travaillent ensemble. Et notre travail, c'est de faire progresser la connaissance à l'échelle mondiale. On est des chercheurs publics, donc ce qu'on fait est public. À l'inverse d'un chercheur privé qui pourrait développer un médicament pour une boîte de médicaments, par exemple. Donc ce qu'on fait, nous, on le publie et c'est disponible à tout le monde. Voilà, cette émission touche à sa fin. J'espère que ça vous a plu et que vous en savez un peu plus sur la faune marine de notre lagon. Mais cette plongée au fond des mers n'est pas terminée, puisque je vous donne rendez-vous pour un second épisode consacré à la mission Pristine. À cette occasion, je vous invite à une immersion totale dans les abysses, et je vous promets quelques surprises. À bientôt!